Monsieur le Président, je vous souhaite la bienvenue à Thiers pour présider cette table ronde sur le problème du logement et singulièrement le problème de la réforme des aides publiques à l'accès à la propriété. Vous êtes accompagné de deux membres du gouvernement, Jean-Louis Borloo, qui est ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, et de Benoît Apparu, qui est secrétaire d'État au logement et à l'urbanisme, que je salue à vos côtés. Nous avons autour de cette table Gilles Carrez, qui est mon collègue à la commission des finances, Didier Gonzalez, vous étiez tout à l'heure pour inaugurer un programme de logement important dans sa ville, et relativement exemplaire, et des témoins qui, tout à l'heure, vont faire part de leur expérience. Il s'agit aujourd'hui du problème du logement. C'est un problème une question qui est lancinante chez les Français, un besoin constant de travail. Les Français aujourd'hui consacrent dans leur budget une part importante, c'est le premier poste du budget des familles, c'est-à-dire que soit qu'on acquitte un loyer important, soit que l'on rembourse des mensualités d'emprunt pour payer ce qui a été acquis. C'est dans le budget des familles aujourd'hui quelque chose qui représente une part extrêmement importante, le premier poste. Dans les deux secteurs d'ailleurs, qu'il s'agisse du logement locatif ou de l'accession, il y a d'ailleurs intimement lié une chaîne logique. Il y a, comme de bonne administration, normalement une chaîne logique fluide entre les deux secteurs qui, malheureusement, aujourd'hui ne fonctionnent pas suffisamment. D'un côté, le locatif privé ou social est un secteur qui est tendu, qui est sous tension, peu de logements, peu d'offres, et donc des loyers chers. Et de l'autre, dans le logement aidé, public, à l'accession, il y a aujourd'hui 57% de Français qui sont propriétaires, ce qui nous place assez loin des moyennes européennes qui sont à 70%. Nous avons encore des marges de progression. Et c'est dire que ces deux secteurs connaissent chacun l'un l'autre des difficultés et qu'il convient bien sûr de les résoudre pour que de nouveau la chaîne logique puisse permettre une fluidité, permettre à des gens qui sont aujourd'hui en location, achètent des logements, libèrent par conséquent des logements qui sont en location et que cette chaîne puisse fonctionner logiquement. Il y a tout le problème des aides, c'est les réformes que vous allez, Monsieur le Président, entreprendre, des aides publiques qui ont montré leurs limites, qui sont à la fois lourdes, coûteuses, complexes, nombreuses, sauf peut-être le PTZ, le prêt à taux zéro. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui vous venez évoquer tous ces sujets en faisant des propositions. Mais je voudrais, dans un premier temps, vous présenter tous ces témoins privilégiés, à la fois des primo-accédants, représentés par Isabelle Latouche et Virgile Fakin, qui vont exprimer leurs projets, qui vont se présenter, exprimer leurs projets et bien entendu dire aussi les difficultés qui sont les leurs dans la recherche d'une acquisition. Donc je vais passer la parole à Isabelle Latouche, à qui revient de s'exprimer en premier. Merci. Donc je me présente, je suis Isabelle Latouche, j'ai 31 ans. Je suis actuellement donc agent à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, donc il y a un organisme donc de la sécurité sociale. Je participe effectivement donc à cette table ronde afin de vous exposer les difficultés que je rencontre pour accéder à la propriété. En effet, je suis actuellement locataire d'un logement social de type F2 dans la commune de Fresnes. Le montant de mon loyer s'élève à 595 €, charges comprises. Donc, comme j'ai pour projet effectivement d'acheter un bien, donc d'abord un appartement de type F3, d'une surface d'environ 55 mètres carrés, j'ai pu entreprendre différentes démarches auprès des différentes banques pour avoir des simulations afin d'obtenir un crédit immobilier. Alors c'est vrai qu'en me rapprochant de ces différentes banques, les simulations étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire ma capacité d'emprunt s'élève finalement à 90 voire 100 000 € pour des mensualités, donc des remboursements qui s'élèveront donc à 600 € par mois sur 30 ans. Alors étant donné qu'actuellement je paie donc un loyer du même montant, il est vrai que j'ai vraiment envie de pouvoir réaliser ce projet. Simplement, si vous voulez, le montant qu'on me prête
n'est pas assez élevé pour pouvoir acheter un appartement, par exemple, dans le Val-de-Marne, étant donné que les prix démarrent à 120, 130 000 euros, bien évidemment dans l'ancien, ce qui est également ma recherche. Donc, c'est vrai que quand je me suis rapprochée des banques, à chaque fois, donc, j'ai été heurtée au même problème, je n'ai pas d'apport personnel. Maintenant, le fait de ne pas avoir de crédit, donc à la consommation ou autre, ne me permet pas pour autant de pouvoir accéder à la propriété, bien que je n'ai pas si vous voulez, d'endettement. Alors, en calculant effectivement mon taux d'endettement que je ne dois pas dépasser, qui est de 522 euros, finalement, ce que je paye actuellement est plus élevé que mon taux d'endettement, si vous voulez, le montant que je dois pas dépasser. Maintenant, quand je me rapproche effectivement de ces différentes banques, de ces différents prêteurs, ils me signalent à chaque fois qu'il y a des charges qui vont s'additionner en fait au montant du remboursement de mon prêt. Alors effectivement, quand on achète un appartement, il y a les charges qui s'accumulent, et c'est à partir de là, effectivement, je reste toujours, les portes se referment dès que je veux effectivement procéder à ce projet. En sachant que mes revenus sont de 19 000 euros par annuel. Peut-être que Virgile peut prendre la parole et j'y répondrai aux deux. D'accord. Parce que c'est quand même deux problématiques assez liées. Merci. Alors, moi, également, je suis présent pour parler de cette difficulté d'acquérir un logement. Donc, je me présente, effectivement, donc Virgile Fakine, j'ai 33 ans, je vis maritalement. J'ai deux enfants aujourd'hui de 7 et 8 ans. Ma compagne est directrice de centre de loisirs à Saint-Maurice, dans le Val-de-Marne, et moi, je suis conseiller financier à Paris. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, effectivement, nous sommes actuellement locataires à Thiais, et nous aimerions effectivement acquérir un logement et accéder à la propriété de notre résidence principale. Alors, et nous aimerions d'ailleurs le faire à Thiais, là où j'y ai grandi, et donc les écoles sont bien pour les enfants, et nous sommes à 7 km de Paris, et puis il y a toutes les commodités autour, quoi, si vous voulez. Donc, et en définitive, on recherche un 3-4 pièces de 70 mètres carrés sur Thiais. Donc maintenant, le problème, c'est que ma situation financière ne me permet pas d'aujourd'hui d'acquérir ce logement. Effectivement, je suis locataire et j'ai un crédit auto en cours qui me bloque l'endettement. Mais qui aujourd'hui génère, je suis à 33%, actuellement le loyer plus le crédit, je suis à 33% d'endettement par rapport à mes revenus. Si vous voulez, aujourd'hui, malgré cet endettement qui est la norme en définitive, j'ai un problème d'épargne également, comme ma compatriote. J'ai un problème d'épargne, effectivement. Je n'ai pas d'épargne de côté qui me permettrait éventuellement soit de couvrir les frais de l'acquisition, qui sont assez importants, soit de solder mon crédit automobile. Parce que si vous voulez, j'ai rencontré des établissements bancaires qui m'ont simulé ma capacité d'emprunt par rapport à nos salaires, et qui serait effectivement de 200 000 euros. 200 000 euros aujourd'hui sur Thiais, on me propose des appartements qui se trouvent dans des immeubles des années 60-70, dits anciens, là où les charges sont également très importantes. Et là, on m'a présenté des appartements qui étaient de 70 mètres carrés, 75 mètres carrés, qui étaient tout à fait viables. Mais le souci, effectivement, qu'il fallait rajouter 150, voire jusqu'à 300 euros de charges par mois. Là où moi, ma capacité d'emprunt de 200 000 euros, et on est sur 30 ans, j'arrive à 1000, si vous voulez, mes revenus sont je vais rentrer dans le détail, de 3000, un peu moins de 3100 euros par mois, ce qui me permettrait d'emprunter 1025 euros, 1050 euros par mois. Et sur 30 ans, ça représente un emprunt de 200 000 euros. Dans cet emprunt de 200 000 euros, il y a effectivement les frais, ce qu'on appelle les frais de mutation, ce qu'on appelle les frais de notaire, qui sont quand même, si je dois me baser sur 200 000 euros, il faut que j'acquière un bien de 185 000 euros. Puisque, effectivement, des frais de notaire sur 186 000 euros atteignent 13 000 euros. Donc, cette épargne, je ne peux pas aujourd'hui effectivement la couvrir. En plus de ces 33%, donc 1025 euros, se rajoutent des charges, donc en moyenne, on va dire 200 euros, et j'arrive facilement à 40% d'endettement.
Là où je suis aujourd'hui à 33, le fait d'acheter, je passerai à 40% en définitive. Maintenant, effectivement, j'ai regardé un petit peu donc des logements un peu plus récents, là où les charges sont moins importantes, puisque effectivement les normes sont au niveau effectivement des économies d'énergie un peu plus respectées, donc effectivement les charges sont moins importantes. Mais ça m'oblige à m'éloigner, parce que sur Thiers, là, on atteint facilement 240 000 euros. Et ça, c'est hors budget. Et l'éloignement, malheureusement, ferait que j'aurais des charges supplémentaires. Par exemple, la garde d'enfants, que je n'ai pas aujourd'hui, parce que j'ai les parents à côté, effectivement. J'ai effectivement sûrement un second véhicule, qui aujourd'hui, j'ai du mal à solder ce crédit. Voilà, c'est des frais supplémentaires qui sont pas viables en définitive. Voilà. Donc... Bon. Le moins qu'on puisse dire, c'est que vous aviez préparé votre... Je me sens dans le rôle du conseiller bancaire en stratégie. Bon, je vais essayer de vous répondre le plus précisément possible. D'abord, je veux remercier notre hôte, Richard Delagnona, député maire de Thiers, avec qui je suis lié d'amitié depuis bien des années. Je voudrais également saluer Didier Gonzalez, qui nous a accueillis à Villeneuve-le-Roi pour un magnifique projet. Et bien sûr, remercier Jean-Louis Borloo, qui fait un travail remarquable, et Benoît Apparu, qui est vraiment un ministre en charge du logement que j'apprécie beaucoup. Alors, je salue les parlementaires, enfin je salue tout le monde. Quel est le problème ? Vous allez me permettre tous les deux, Isabelle et Virgile, de partir du général pour aller au particulier. Mais il faut bien faire comprendre les choses. Le problème, c'est qu'en 2007, la France compte 57% de propriétaires. La moyenne européenne, 66%. Tout se joue dans ces 10% de moins. C'est vous. Parce que naturellement, on est plus propriétaire à la campagne, en province, qu'en région parisienne. Mais c'est ces 10% de moins auxquels nous voulons donner la chance d'être propriétaires. Mon objectif, c'est que vous soyez, qu'il y ait 66% des Français qui soient propriétaires. Pire, alors on est 57% en 2007, pardon. Entre 2002 et 2007, le taux de propriétaires n'a augmenté que de 1,2 point. Ce qui veut dire que pour atteindre les 66%, si nous restons à cette vitesse d'exécution, il faut 40 ans. Vous serez à la retraite, Virgile. Ça vous arrivera à vous aussi un jour. C'est incroyable que ça puisse paraître aujourd'hui. Si, je vous assure, un jour vous serez à la retraite. Bon. Donc, on a 57% de propriétaires, la moyenne européenne est 66%, et si nous laissons faire, avec Jean-Louis et Benoît, le système, dans 40 ans, on est à la moyenne des autres. Sauf que, dans le même temps, les autres auront continué à galoper. Et la France sera toujours en retard. Donc nous en avons tiré comme première conclusion qu'il fallait changer profondément notre système. Voilà, ça c'est la première chose. Quand un système ne marche pas assez, ne marche pas bien, il faut l'adapter. Je parle sous le contrôle de Gilles Carrez. En 2007, j'avais décidé, ce que j'avais proposé dans ma campagne présidentielle, de créer un crédit d'impôt sur les intérêts payés. Alors, je considérais que c'était curieux d'imposer aux gens de payer des impôts sur les intérêts qu'ils versaient à leur banque. Le problème du crédit d'impôt sur les intérêts, c'est que les banques ne considèrent pas que ce crédit d'impôt, c'est un apport personnel. C'est un problème énorme. Donc moi, je ne suis pas du tout idéologique. J'essaie d'être pragmatique. Ce que nous ont dit Virgile et Isabelle, ils sont endettés, ils ont des revenus qui leur permettent de faire face, mais ils n'ont pas la mise, l'apport en capital qui permet de construire un plan d'endettement équilibré pour eux. Et le crédit d'impôt
que nous avons créé en 2007 n'est pas retenu par les banques prêteuses comme un apport en capital, alors que le PTZ, le prêt à taux zéro, est retenu comme un apport en capital. Je rappelle que ce prêt à taux zéro avait été inventé par Jean-Louis. Deuxième problème, le prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier ont été multipliés par 2,5 en moyenne sur les 15 dernières années. Dans le même temps, les revenus ont été multipliés par 1,6. Voilà. Alors, entre les 57% et les 66%, et ça, vous avez la totalité du problème du logement en France. Il y a de moins en moins de gens qui, si on laisse les choses aller comme ça, pourront être propriétaires. Ah oui, si le prix de l'immobilier augmente plus vite que les revenus, il y a de plus en plus de gens qui seront exclus de la propriété, ce qui génère d'autres problèmes pour les HLM, c'est que se trouvent dans des HLM non pas des gens qui en auraient besoin au vu de leurs revenus, mais des gens qui n'ont pas les moyens de devenir propriétaires, qui empêchent donc d'intégrer dans les HLM des gens qui auraient besoin d'être dans les HLM, puisqu'ils n'ont pas les moyens d'être dans le locatif privé. Je ne sais pas si je suis clair, mais en tout cas dans ma tête, c'est... En tout cas, moi, je l'ai compris. Bon. Alors, donc, nous allons adapter notre dispositif en transformant la possibilité de déduire sous plafond une partie des intérêts d'emprunt en un nouveau prêt à taux zéro, que je suis venu vous annoncer, sur lequel Benoît et Jean-Louis ont formidablement travaillé. Ce nouveau prêt à taux zéro, qui va résoudre votre problème, Isabelle et Virgile, sera présenté au Parlement, je le dis à mes amis parlementaires, notamment au célèbre Cellier, du nom de l'amendement, sera présenté au Parlement dans le projet de loi de finances de cette année. Donc ce n'est pas une promesse que je vous fais pour la Saint-Glinglin, c'est quelque chose que Benoît défendra dès le mois de octobre de cette année. Il sera adopté, je l'espère, pour le 1er janvier prochain. Quelle est notre idée? Nous allons fusionner 3 dispositifs, le prêt à taux zéro, le crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt et le pass foncier qui, de toute manière, arrivait à terme en 2011. Donc, de toute manière, il fallait faire quelque chose. Et, pour vous donner un chiffre, l'actuel prêt à taux zéro coûte à l'État 1,2 milliard. Le nouveau prêt à taux zéro représentera pour l'État une dépense de 2,6 milliards. C'est donc un dispositif que nous faisons plus que doubler. On passe de 1,2 milliard à 2,6 milliards. Alors, à qui sera ouverte cette nouvelle aide? Rentrons maintenant, pardon d'avoir fait ce long détour par le général, mais c'est quand même pas inutile de savoir dans quelle direction on va avant de répondre à des cas précis. Ce nouveau prêt à taux zéro, donc qui n'a rien à voir en puissance avec l'actuel, nous allons d'abord le cibler sur les primo-accédants. Pourquoi? Enfin, je veux bien m'expliquer avec vous là-dessus. Parce que si notre ambition, c'est d'augmenter le nombre de propriétaires en France, il faut qu'on mette le paquet pour aider les primo-accédants, parce que ceux qui ont déjà un logement, qui veulent le vendre pour acheter plus grand, bénéficient de la plus-value, entre guillemets, réalisée sur le petit logement, qui va permettre d'acheter le grand logement. Et le logement qu'ils vendent, c'est un apport en capital. Donc, je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de les aider, mais on a moins besoin de les aider que celui qui n'a rien. Donc, on focalise le nouveau prêt à taux zéro, beaucoup plus important que le précédent, sur les primo-accédants. Deuxièmement, et ça c'est un débat entre nous, je le dis à mon ami Gilles, d'abord, on peut être amis, avoir des débats, c'est même... si on était amis qu'avec les gens avec qui on était d'accord sur tout, on n'aurait pas beaucoup d'amis. Mais surtout, c'est une chose auquel je tiens. Le crédit d'impôt sur les intérêts était universel, il était accordé sans condition de revenu.
moi je plaide pour que le nouveau prêt à taux zéro soit accordé de façon universelle. Sinon, on va rentrer dans des barèmes qui vont rendre impossible l'accession à la propriété, notamment pour les jeunes ménages en Île-de-France. C'est toujours le même problème avec ça. On part avec les meilleures intentions du monde, on calcule des barèmes, et ceux qu'on exclut du barème disent « D'accord, on a compris, nous on est dans le bon barème pour les augmentations d'impôts, et on est dans le mauvais pour le PTZ ». Nous, ce que nous voulons, c'est faciliter l'accès à la propriété. Donc, je me battrai pour qu'on ait un PTZ qui permette aux classes moyennes, aux classes moyennes supérieures, aux classes moyennes inférieures, de bénéficier de ce dispositif. Troisième chose, donc primo-accédant, universel. Troisième chose, on va le familiariser au sens famille. Je parle sous le contrôle d'Étienne Pinte. Ce nouveau prêt à taux zéro sera plus favorable pour les familles avec enfants, comme celle de M. Fakin. C'est-à-dire, comment on va faire? On a trouvé une astuce. Pas moi qui l'ai trouvé, je la soutiens, mais Benoît, je trouve que c'est très bien ce qu'ils ont fait avec Jean-Louis. C'est que quand une famille a des enfants, la durée du remboursement du prêt à taux zéro sera allongée, afin de limiter l'effort de l'emprunteur pendant la phase où il rembourse à la fois son prêt immobilier principal et son prêt à taux zéro. Hein? Donc plus vous aurez des enfants, plus vous aurez de temps pour rembourser votre prêt. Alors, aujourd'hui, Virgile Fakin a raison, un cadre de la région parisienne ne peut pas acheter un logement pour sa famille avec les seuls revenus de son travail. Alors qu'est-ce qu'il fait? C'est inadmissible. Donc, si je prends l'exemple de M. Fakin, vous aurez le droit à un nouveau PTZ à partir du 1er janvier. Dans votre situation, vous pourriez le rembourser sur 26 ans. Eh oui, ça change tout, compte tenu des enfants. Et vous pourriez acheter à Thiers, sans apport personnel et aux conditions du marché, vous vous endettez à 30,7%, compte tenu de ce que sont vos revenus, et vous pouvez acheter un logement d'une valeur de 220 000 euros, avec un prêt un peu inférieur à 90 000 euros. Et vous voyez que ça change tout. Et tout d'un coup, M. Fakin, vous pouvez acheter à Thiers. Et oui, vous m'avez dit, moi je n'ai pas les moyens parce qu'à Thiers, c'est rien en dessous, pour ce que je veux, vous m'avez dit un 3 pièces, 70 mètres carrés, je me souviens, c'est 200 000, 210 000. Je prends l'exemple, avec ce que vous gagnez, ça vous donne droit, sur 26 ans, à un apport personnel en dessous de 90 000. Enfin, quand je dis apport personnel, c'est le PTZ, parce que quand vous allez à la banque pour prendre un emprunt, vous apportez votre droit au prêt à taux zéro, vous comprenez bien, et qu'on calcule comme équivalent, ça revient à quelqu'un qui aboutirait, qui arrive peu importe, dans votre cas. Et vous pouvez, avec un endettement, parce que j'avais dit que vous étiez à 33% d'endettement, avec un endettement un peu inférieur à 31%, à acquérir un appartement de 220 000. Voilà. Vous voyez, je crois ne pas m'être trompé sur vos chiffres. Hein, et vous êtes pile, dans la pointe. Pour Isabelle Latouche, elle aurait le droit, elle aussi, à un PTZ sur 26 ans. Vous nous avez dit que vous étiez dans l'ancien, enfin que ce que vous recherchez c'est l'ancien, vous n'avez pas d'apport personnel et vous pouvez acheter un logement ancien, mais votre souhait c'est plus de 130 000 euros. Hein, avec ça, on peut vous faire un PTZ capitalisé, ça fait un apport d'environ 25 000 euros. Donc vous rentrez parfaitement dans la cible, alors sans rentrer dans le détail de votre famille, mais enfin je crois que vous êtes séparés ou divorcés, je ne veux pas être indiscret du tout, hein, mais vous voyez, c'est pas parce qu'on aime moins Isabelle de faire un PTZ à 25 000 et plus Virgile qu'on fait
un PTZ à près de 80 000, ça n'a rien à voir. C'est une question, vous voyez, de situation, mais vous voulez acheter dans l'ancien, vous pourrez monter jusqu'à 130 000 euros, et dans l'ancien à Créteil, par exemple, le Val-de-Marne, puisque c'est votre rêve, c'est exactement ça, à 130 000, vous pouvez trouver dans l'ancien. Comme vous me l'avez dit vous-même. Vous m'avez dit, pas rien à moins de 100 000, c'est pas possible. OK, on est dans la cible, c'est 130 000. Voilà. Donc, pardon de rentrer dans le détail de vos situations personnelles, mais vous voyez que grâce à ce PTZ qu'on va doubler, Virgile et Isabelle et tous ceux qui leur ressemblent, qui sont deux destins habituels dans cette grande région, vous pourrez devenir propriétaire. L'un dans le neuf, l'autre dans l'ancien, et c'est pour le 1er janvier de cette année. Alors, je le dis à Alain Dinin, le président de Nexity, il y a encore des réglages, des débats, on en a parlé avec Jean-Louis Benoît, sur les taux, on est prêt à en discuter. Mais le principe, on fusionne tout dans une seule aide, vous n'avez plus à vous dire, alors, qu'est-ce qui va des emprunts, des crédits d'impôt pour les intérêts d'emprunt, qu'est-ce qui va du pass foncier, qu'est-ce qui va du PTZ, une seule aide. PTZ doublé à taux zéro, qui peut servir d'équivalent apport capital. Donc voilà, vous allez pouvoir devenir propriétaire. Je sens... Merci. Ils se disent d'où il sort un truc pareil. non, mais je vous... Enfin... Non, le pire, c'est que ça va marcher. Non, c'est pas un jeu de bonne taux. C'est que ce à quoi ils auraient eu le droit n'était pas compté comme apport en capital. Or, sans apport à capital, on ne vient pas, parce que parfois nos amis banquiers qui ont d'excellentes qualités ont tendance à prêter plus à ceux qui n'ont pas besoin. Oui. Ben non, je veux me fâcher avec personne, mais enfin quand même, quand vous arrivez, que vous n'avez pas de relation, que vous n'avez pas d'économie, que vous avez un autre prêt, mais que vous avez besoin de vous loger, excusez-moi, c'est un peu plus difficile que quand vous arrivez en disant, voilà, j'ai un compte super créditeur, je ne sais pas comment faire, proposez-moi. Voilà. Eh bien, au fond, nous solvabilisons ces jeunes couples, ces jeunes familles, en leur donnant la possibilité d'avoir un apport en capital sous la forme d'un prêt taux zéro capitalisé pour la banque. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Nous avons autour de la table, comme grands témoins aussi, privilégié des professionnels de l'immobilier, ceux qui ont un regard particulier de l'expérience, qui vont peut-être nous faire des remarques. Je pense à Monsieur Blancard, qui est le directeur général du Crédit Foncier, qui va s'exprimer peut-être sur ces aides publiques et dire ce qu'il en pense. Et bien sûr, Monsieur Terrassou aussi, qui a une expérience, lui, de promoteur, qui est un patron de l'immobilier, qui pourra également compléter ce que M. Blancard pourra nous dire. Oui, merci. Je voudrais rebondir sur le cas de M. Facchi et de Mme Latouche, parce que je pense qu'on peut tirer trois constats simples, nous autres banquiers, puisque, côté Crédit Foncier, on a la chance d'être toujours un acteur fort sur la primo-accession, puisque 60% de notre production est consacrée à de la primo-accession. Mais j'en tire trois constats. Premier constat, c'est que, comme vous le disiez, Monsieur le Président, et quand on l'applique au Val-de-Marne, c'est encore plus vrai, en quelques années, il y a des prix de l'immobilier qui se sont énormément diversifiés selon les régions en France. Les experts du Crédit Foncier nous ont sorti ce que pouvait être la perte de pouvoir d'achat au niveau du Val-de-Marne en quelques années. En fait, en 3-4 ans, un acheteur de biens immobiliers a perdu 20% de surface sur le département du Val-de-Marne, compte tenu de la tension sur les prix de l'immobilier. Donc ça, c'est le premier constat. Donc je pense que c'est ce que nous souhaitions, c'est d'avoir une diversité des territoires plus intégrés dans les barèmes. Et j'espère que nous avons été entendus au travers de cette réforme, et je crois que oui. Deuxième élément, deuxième constat, et ça m'a frappé, c'est que implicitement ou explicitement, le consommateur a intégré le développement durable dans son acte d'achat, puisque M. Facchi nous disait, en fait, j'ajoute à mon échéance de prêt un niveau de charge, et je m'aperçois que dans des immeubles, notamment sur le plan énergétique dépassé, je dois rajouter 150 à 300 euros, je crois que c'est ce que vous évoquiez, de charge. Donc je pense que tous les dispositifs réglementaires qui se sont
juxtaposés au fil du temps, le métrage, le diagnostic énergétique, le diagnostic de l'électricité, et j'en passe, ont acculturé de façon formidable, de façon pédagogique, l'ensemble des consommateurs à venir voir notamment sa banque pour dire, voilà, moi j'ai une échéance de prêt à payer, mais j'ai aussi une échéance, des montants de frais et de charges à payer. Et ça, je crois aussi, c'est important. Le développement durable, quelque part, sans le savoir forcément toujours, est un acte intégré dans le plan de financement lorsque le client franchit notre porte. Le troisième constat, c'est qu'on a quand même des leviers qui ont démontré leur puissance. Alors, je pense plus spécifiquement, l'épargne logement, on voit qu'on s'aperçoit que certains de nos citoyens ne peuvent pas y accéder, mais certains peuvent y accéder. Ça acculture pendant la période de préparation au projet le consommateur à rajouter une partie d'épargne de côté en plus de son loyer. Donc ça, je pense que c'est un outil pédagogique aussi très fort au moment de l'acte d'achat. Le deuxième dispositif qui nous semble très, très pertinent, qu'on oublie, mais qui est quand même une spécificité française, c'est l'APL et la garantie gaz, parce que l'APL est un élément qui est intégré, par contre, par le système bancaire dans le plan de financement, et le gaz est aussi un élément de sécurisation morale vis-à-vis du consommateur au moment de son acte d'achat. Et puis le dernier élément fort, c'est le prêt à taux zéro. Alors nous, système bancaire, on a envie un nom de produit qui porte en lui la valeur d'usage. Parce que nous avions fait en octobre 2009 une étude CSA qui démontrait que 100% de nos clients, avant de franchir la porte de notre agence, connaissaient le prêt à taux zéro. Et ça, je crois que c'est très important. Alors vous le disiez, c'est vrai que tous les dispositifs qui ont été ajoutés au moment du plan de relance en janvier 2009 ont permis de ne pas voir un marché s'effondrer. Je rappelle quand même qu'on a fait 30 000 passes fonciers. Je crois que c'est une réussite, même si à la fin de cette période, le pass foncier est plus dur à monter compte tenu de l'interrégionalité des budgets des 1%. Mais globalement, nous avons réussi à tenir un marché grâce à ce plan de relance, le doublement du prêt à taux zéro. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut consolider autour de quelques grands éléments phares. Vous les avez mentionnés d'ailleurs avant que je puisse m'exprimer là-dessus, mais c'est globalement tenir compte de la famille. Parce que c'est vrai que lorsque le consommateur nous pose la question, mais ayant 2 enfants, est-ce que je n'ai pas le droit à plus de PTZ ? On est assez mal à l'aise pour leur dire, eh bien c'est le même montant si vous étiez célibataire. Deuxième chose, c'est tenir compte de la disparité qui s'est instaurée dans le prix des territoires. Ça a été fait au niveau du cellier. Je pense que c'est bien aussi que ça soit fait sur la primo-accession qui est un enjeu fort de société. Et puis troisièmement, c'est pérenniser l'augmentation du prêt à taux zéro. On a vu la formidable puissance pendant ces 2 dernières années qu'avait su accentuer le doublement du prêt à taux zéro. Et tout simplement en revisitant, comme vous le faites, les barèmes, je pense que nous consolidons le plan de relance en concentrant tous nos efforts sur la primo-accession, qui est un vrai sujet. Monsieur le Président, nous sommes effectivement tous conscients de ce besoin structurel de logement et nous sommes tous professionnels de la promotion, très intéressés à toutes ces mesures, aussi bien dans l'accession, dans l'investissement que dans le logement. Mais pour arriver à proposer des logements, il faut que nous construisions plus. Et un des premiers obstacles que nous avons, une des problématiques essentielles, c'est la disponibilité du foncier constructible. Alors, je crois que c'est un élément qui permettrait de fluidifier donc les propositions. Je pense qu'en adaptant la réglementation, en développant l'urbanisme de projet, en relançant des opérations d'initiative publique ou privée, peut-être en imposant aussi quelques règles de densité minimale, parce qu'il faut économiser l'espace. Si nous pouvions aussi améliorer et sécuriser les délais de mise en œuvre des projets d'urbanisme, procédures souvent longues, des complexes, des fois des problèmes de traitement de recours, des tiers, et en développement des nouveaux partenariats publics-privés entre les acteurs de la promotion et des grands propriétaires fonciers, même de l'État, et le tout évidemment avec l'appui des élus bâtisseurs qui nous soutiendraient, je pense que nous pourrions
proposer plus de solutions donc à ces candidats acquéreurs. On a parlé de l'évolution du coût. C'est vrai que l'évolution du coût de nos produits, qui est la conséquence un peu de cette pénurie, c'est les niveaux de charges foncières. Les niveaux de charges foncières sont devenus voire trop élevés, notamment en Île-de-France. Et peut-être qu'il faudra avoir des mécanismes pour traiter des aides ou des soutiens de la part des collectivités ou de l'État sous différentes formes à imaginer pour dépénaliser cette problématique de charges foncières. L'autre problématique, c'est l'évolution du coût de construction. Bon, on connaît les évolutions des matières premières. On a aussi des évolutions dues à la réglementation, qui n'est pas toujours justifiée, et des fois contradictoire. Et aussi, même si c'est important, la démarche globale relative au développement durable et à la performance environnementale et énergétique, c'est vrai que cette démarche est juste et nécessaire, et qu'elle s'inscrit dans l'histoire, mais aujourd'hui, elle a un coût grandissant et qui vient impacter, et d'où la nécessité d'aide spécifique à cette démarche de performance énergétique. Bon, je ne reviendrai pas sur l'inquiétude des acquéreurs. Elle a été largement déclinée, ni une démonstration sur la problématique de capacité d'un ménage qui pourra acquérir un appartement. Je vais revenir sur les zones tendues, comme celle de l'Île-de-France. Donc, on peut rappeler que le taux de propriétaires en Île-de-France, c'est 48%. Donc bien en dessous encore voilà. Et on voit que dans les primo-accédants, sur les zones A, il n'y a que 10% des primo-accédants qui sont en zone A, alors que 60% des primo-accédants sont sur la zone C, qui ne représente que 40% de propriétaires. Voilà. Donc, j'ai compris. Voilà. Donc, il faut tout garder et en rajouter. Non, mais il faut adapter un petit peu. Bien sûr, mais si vous me permettez, Monsieur Terrassou, la grande difficulté de notre travail, à Benoît Paru et à moi-même, c'est que je n'ai pas le droit de faire en sorte que tout cet argent public au service du logement soit détourné pour augmenter les prix. Excusez-moi. C'est quand même quelque chose qu'il faut dire. Alors, c'est quand même tout l'enjeu. Je le dis sous le contrôle des parlementaires. Je veux que les choses soient claires entre nous. Moi, vous savez, une économie a besoin du bâtiment. Et la promotion immobilière, le bâtiment, l'industrie du bâtiment, c'est des beaux métiers. On a besoin de vous. Mais je ne veux pas que tout l'argent qu'on met sur le logement n'aboutisse qu'à une seule chose, à développer les prix. C'est exactement l'enjeu. Notre travail, c'est de solvabiliser la demande pour aider des jeunes ou des primo-accédants à devenir propriétaires, pas pour augmenter les bénéfices de ceux qui construisent, même si je suis content que vous fassiez des bénéfices par ailleurs. Mais je vous dis, on a d'ailleurs le même intérêt, parce qu'à l'arrivée, si vous n'arrivez plus à vendre vos logements parce qu'ils sont tellement chers, qu'est-ce qui se passe? Donc, entre le prix du foncier, M. Terrassou, qui augmente, le problème des constructions d'éco-logements, enfin par parenthèse, vous parlez du surcoût à l'investissement, moi je peux parler de l'économie sur le fonctionnement. Ah oui, ça fait quand même baisser le prix du logement aussi, si les charges sont moins élevées. Bon, mais si tous nos dispositifs aboutissent à acheter toujours plus cher les terrains parce que le prix est plus haut, à l'arrivée, on n'a pas résolu le problème. Bon, alors, Monsieur Blancard, le plan épargne logement, c'est 11 400 000 Français qui ont cours. On n'y touchera pas. C'est clair? Il y aurait beaucoup à dire. C'est une façon commode, familiale de faire de l'épargne. On le garde. Les aides personnelles au logement, on les garde. Parce que c'est une façon de solvabiliser les ménages et puis également de faire face aux accidents de la vie. La maladie, le chômage, c'est très important. Troisièmement, la TVA 5,5 sur les opérations de rénovation urbaine,
on garde. Donc c'est pas rien non plus. C'est pas parce que ça existait déjà qu'il ne faut pas en tenir compte, parce qu'on les garde, mais nous on paye. Bon. Ça veut dire, pour 2012, 6 milliards d'aides de l'État pour soutenir l'accession à la propriété. 6 milliards. C'était 3,6 milliards sous le contrôle du rapporteur général du budget, Gilles Carrez, 3,6 milliards en 2007. Je parle de l'accession à la propriété. 6 milliards. 6 milliards d'euros. Bon. Alors, on rentre là, M. Blanc-Garde et M. Terrassou, dans un problème considérable et très difficile, c'est de prendre mieux en compte la réalité des marchés du logement et les différences entre les régions. Ah! C'est plus facile, Gilles, d'en parler ici que d'en parler au Parlement. Ah non, si, pas toi et moi, mais bon, pourquoi? Je vais essayer de m'en expliquer très simplement. Le prix du mètre carré peut varier, tenez-vous bien, de 1 à 5 en fonction des régions. Et les aides publiques ont un différentiel en fonction des régions de 0,3. Autrement dit, le prix du marché peut varier de 500%. Si c'est 1,5, c'est 500%. Et les aides publiques peuvent varier de 30%, 0,3. Vous voyez le problème? Mais dans un pays où le mot égalité est confondu avec le mot égalitarisme, et où on ne réfléchit pas au ravage du nivellement, l'égalité consiste à donner plus à un même ménage dans une région où le prix du marché est 500% supérieur à ce qu'elle est dans une autre. Est-ce que je me fais comprendre? L'égalité n'est pas de donner la même aide à tous les Français le même jour, au même moment, dans toutes les régions. Est-ce que vous comprenez? Enfin, cette égalité formelle aboutit à une inégalité réelle. Pourquoi? Parce que le même, vous le subventionnez de la même façon, selon que le prix du mètre carré dans sa région va de 1 à 5. Donc, aux mêmes conditions de revenus, il faut aider plus celui qui est obligé d'acheter dans une région où c'est plus cher, et aider moins celui qui est amené à acheter dans une région où c'est moins cher. C'est ça l'égalité. Il faut comprendre ces choses-là. C'est là l'égalité, se trouve à ce point-là. Et donc, ça se traduit par quelque chose que M. Terrassou a évoqué, c'est qu'il y a 48% de propriétaires en Île-de-France et il y a 65% dans nos territoires. Donc je préfère, que l'on aide davantage les gens à devenir propriétaires dans une région où il y a peu de propriétaires que dans une région où on est déjà au niveau de 66% que j'évoquais il y a un instant. L'égalité, la justice sociale, c'est d'aider davantage le jeune couple qui va acheter pour la première fois un logement dans une région où c'est très cher par rapport à une région où c'est moins cher. Mais bien sûr, je comprends parfaitement que chaque élu défende son territoire. Et donc celui où on va dire, bon, on va t'aider plus, il va dire, t'es d'accord, tu es intelligent, tu as compris. Et celui auquel on va dire, on va t'aider moins, dit, t'es pas intelligent, t'as rien compris. Vous voyez? Et pourtant, Benoît doit faire preuve de beaucoup de courage pour convaincre qu'en France, il faut aider plus dans les régions où il y a une sous-offre. Voilà. Pardon d'avoir défendu ces idées avec force, mais j'y crois, pour ma part, beaucoup. Alors, il va falloir également prendre des mesures sur l'offre. J'ai parlé de la TVA à 5,5, sur les travaux de rénovation qui resteront inchangés. C'est un effort très important pour l'État, c'est en quelque sorte une niche à laquelle on ne touchera pas parce que c'est le bâtiment. Et je vois bien qu'il y a des problèmes sur l'urbanisme, et je crois que c'est M. Touchefeu qui veut en parler. Oui, M. le Président. Jacques Touchefeu, donc, qui est directeur général de l'EPA-ORSA, l'établissement public Orly-Seine-Amont, qui aménage sur 12 communes, qui jette des ponts sur la Seine, qui crée un réseau viaire, qui va aussi faire du développement économique et
poser des logements. Donc la question, c'est comment construire, dans quelles conditions construire du logement dans des zones déjà aussi denses, dans le contexte qui est celui également d'amener au préalable les moyens de transport. Voilà, Monsieur le Président, le rôle de l'aménageur, c'est donc de fabriquer du foncier directement utilisable pour les opérateurs de construction. Et depuis le territoire, effectivement, sur lequel je travaille, malgré d'ailleurs des forts potentiels qui ont été mis en évidence, notamment par les architectes du Grand Paris, les difficultés sont effectives et je les situerai moi sur un double registre. Celui d'une part des réglementations et celui aussi de l'urbanisme de projet. Sur la question des réglementations, en fait, beaucoup de réglementations interviennent quand il s'agit de développer un projet, donc interfèrent avec l'urbanisme. Sur toute une série de sujets, comme la qualité des eaux, comme la biodiversité, comme la protection du patrimoine architectural, comme les questions d'archéologie, comme les questions de protection contre les risques, qu'ils soient naturels ou technologiques. Et j'en passe certainement. Et donc ces ensembles de préoccupations, effectivement, ont besoin d'être prises en compte, assurément, elles sont légitimes dans les projets. Néanmoins, derrière, pour la mise en œuvre, elles déroulent chacune des procédures qui ont leur système de consultation, leur système de délai, leur système de décision, leur système d'enquête, leur système de débat public. Et tout ça s'additionne, même si d'ailleurs on le fait en temps masqué, on peut se trouver dans des situations où effectivement ça prend plusieurs années de mettre tout ça d'équerre et en ligne pour pouvoir effectivement conduire des projets de taille suffisante et à l'échelle des enjeux qui sont métropolitains ici. Donc la proposition, ça serait effectivement de trouver des solutions pour dépasser cet empilement de systèmes de procédures qui d'ailleurs démultiplient en même temps les risques de contentieux qui peuvent faire écrouler tout un édifice quand on mène des projets. Et donc une voie peut-être serait de voir de quelle manière on pourrait avoir un système unifiant en termes de procédure pour attraper tous ces sujets. Encore une fois, ils sont légitimes, ils font partie du projet. Mais dans un système qui permet de dérouler un système beaucoup plus intégré et simplifiant donc le timing de la mise en place de ces opérations. Deuxième sujet, c'est l'urbanisme de projet, c'est-à-dire la manière de faire converger les différents acteurs, donc de croiser les échelles, de croiser aussi les logiques. C'est particulièrement vrai d'ailleurs sur les territoires qui sont déjà construits, comme la Petite Couronne, où on a besoin effectivement de retravailler la ville sur la ville, comme on dit. Et là, je situerai de l'expérience d'Orly Rungis-Seine-Amont peut-être trois items là-dessus. Le premier, c'est relatif aux grands propriétaires fonciers qui sont gestionnaires de grands services urbains, grands services qui sont nécessaires au fonctionnement de la métropole. Il n'y a pas d'ambiguïté, donc ils ont besoin d'être là. Néanmoins, ils se sont installés à une époque où c'était la campagne, donc ils ont pris toute la place qu'ils souhaitaient. Et aujourd'hui, la ville rattrape et la ville a besoin justement de travailler sa capacité. Et en même temps, c'est pas du tout évident avec eux, bien que ces process industriels d'ailleurs subissent aussi des mutations. Donc à cette occasion-là, on peut resserrer tout ça. Et donc il y a un vrai enjeu pour eux d'intégrer la capacité de la ville. Et d'ailleurs, comme opérateur public, ils sont aussi co-responsables, on pourrait dire, du développement, de l'aménagement. Et donc aussi être responsable de l'urbanisme. Donc il y a un vrai sujet, je pense, d'intégration chez eux de cette question de la capacité de la ville. Deuxième sujet, c'est que le fait communal ne rencontre pas toujours facilement l'échelle métropolitaine. C'est quelque chose d'assez complexe. Les limites communales introduisent des notions de centre-ville, de périphérie, alors que quand on est dans un tissu qui finalement est urbanisé de manière assez continue, c'est un peu artificiel. Et donc il y a un vrai sujet très complexe, la question du croisement des échelles entre le local communal et le métropolitain. On est dans ces débats-là au niveau du conseil d'administration de l'établissement public. Et puis troisième sujet pour terminer, je pense qu'il est tout à fait essentiel, notamment quand on développe la construction pour accueillir des populations, que les services urbains qui permettent de vivre bien
dans les nouveaux quartiers qu'on veut faire soient présents à peu près au même moment, dans une assez bonne chronologie. Et dans les services urbains, je cible plus particulièrement la question de l'accessibilité, et en particulier en transport en commun, puisqu'on est aussi dans la logique de fabriquer de la métropole durable. Et donc on sait que par le passé, on a eu des grands décalages par rapport à cette question-là. Je dirais que l'arrivée de l'infrastructure du Grand Paris et l'horizon qui est annoncé d'une dizaine d'années est à cet égard une réponse très structurante et très intéressante pour justement développer cette offre foncière qui est le préalable à la démultiplication de la construction. Merci, Monsieur Touchefeu. Bon. On touche à quelque chose de très important qui est la fascination de notre pays pour la règle, la norme, la difficulté à prendre des risques et assumer des responsabilités, et un système qui est arrivé à une telle complexité que le fameux « nul n'est censé ignorer la loi », c'est un vœu pieux, y compris pour les législateurs, et aujourd'hui, au fond, c'est presque plus facile de faire du lait légal que de prendre le risque du beau, qui n'est pas parfaitement dans les cadres. Et d'ailleurs, fascinant, avant que nous lancions le Grand Paris, la question du beau n'était plus posée. Et ce n'est pas parce que le beau est relatif qu'il ne doit pas être mis en discussion. Bon. Autrement dit, il valait mieux faire des cubes répondant exactement à la législation plutôt que de réfléchir à des immeubles avec des toits, des fenêtres avec des volets, à des balcons, enfin bref, il y aurait tant de choses à dire. Alors, on a essayé de libérer un peu les règles. D'abord, il est désormais possible pour les collectivités de dépasser le COS de 20 à 50%. C'est un premier. Quand j'étais maire, ce n'était pas possible. C'est un premier. Alors, selon le type de logement, hein, mais enfin, c'est quand même de l'offre, ça. Si ce n'est pas une politique de l'offre, de dépasser le COS de 20 à 50%, qu'est-ce que c'est? Deuxièmement, les procédures de révision des documents d'urbanisme ont été considérablement simplifiées, puisque là où il fallait quelques années, maintenant il ne faut plus que quelques mois, même si je regrette que n'importe qui puisse n'importe comment s'opposer à n'importe quel projet, avec n'importe quel argument, avec simplement la certitude de faire prendre 2, 3 ans, 4 ans de retard à un projet, et par ailleurs en toute impunité si c'est sans raison. Sur le territoire du Grand Paris, auquel je tiens vraiment, vous le savez, de manière très forte, nous avons créé des contrats de développement territorial signés entre l'État et les collectivités pour définir des programmes d'aménagement. Dans le grand emprunt, 1 milliard d'euros est consacré à des projets de développement urbain, et j'ai notamment la ferme volonté de créer 13 éco-cités qui accueilleront chacune 50 000 personnes. Ça, c'est de l'offre de logement. Et je tiens beaucoup, moi, au vocabulaire. Il ne s'agit pas de faire des nouvelles villes, mais des villes nouvelles. C'est tout à fait différent. Car la nouvelle ville, c'est la ville avec tous ses défauts qu'on met ailleurs. La ville nouvelle, c'est un projet nouveau, avec de nouvelles règles. Je voudrais d'ailleurs dire combien les idées trop simples sont simplistes et caricaturales. Qu'est-ce qui est mieux? On parle de la densité. La densité n'est pas en soi un problème. Qui n'a été à New York et n'a été ébloui par la qualité architecturale? C'est vrai ou pas, hein? C'est Céline dans Le Voyage au bout de la nuit qui dit cette phrase extraordinaire, ici les villes sont debout, chez nous elles sont couchées. Mais est-ce qu'on va aller dire à New York c'est trop dense? Je veux dire, un beau programme architectural, un magnifique immeuble, est-ce que c'est pas mieux qu'un cube? Ou une succession de cubes répartis
sans aucune pensée architecturale. Je veux dire, il ne suffit pas de faire, comment dire, de ne pas faire dense pour faire beau. Et on peut faire parfois dense et faire magnifique. Je voudrais prendre un exemple peut-être un peu caricatural, je m'en excuse, mais l'île Saint-Louis, vous avez vu la taille des rues? Qui va se plaindre de la densité de l'île Saint-Louis? C'est pas magnifique? Bon. Donc je pense qu'il faut aussi sortir des chemins déjà empruntés. Alors, le Parlement a autorisé dans le Grenelle, le gouvernement a simplifié par ordonnance le droit de l'urbanisme, M. Touchefeu, Jean-Louis Borloo et Benoît Apparu me feront des propositions sans tabou d'ici quelques semaines. Deuxièmement, la libération des terrains constructibles est absolument indispensable. Je demande à Benoît Apparu de me faire des propositions sur l'indispensable réforme des documents d'urbanisme, en particulier des plans locaux d'urbanisme. Parce que la question de l'offre, elle est essentielle. Toutes nos règles doivent être réexaminées, et disons les choses comme elles sont. Les taxes d'urbanisme poussent aujourd'hui l'étalement urbain au lieu d'inciter à la densité des projets d'aménagement. On va réformer les taxes d'urbanisme. Dernier exemple qui me fascine, il y a toute la question des bâtiments existants. Savez-vous qu'en Île-de-France, il y a 6 millions de mètres carrés de bureaux qui n'auront plus d'usage dans les années à venir? Qu'est-ce qu'on en fait? Et j'aimerais qu'on n'attende pas que ces bureaux soient vides et obsolètes pour réfléchir à leur utilisation. C'est un sujet très important et Benoît Apparu va me proposer des mesures permettant de favoriser la transformation de bureaux obsolètes en logements. Enfin, je voudrais vous dire que je réfléchis à la possibilité de demander au Parlement, Monsieur le rapporteur général, messieurs les parlementaires, de travailler pendant quelques semaines, non pas sur des projets de loi du gouvernement, non pas sur des propositions de loi du Parlement, mais de travailler sur un thème auquel j'attache une grande importance, la suppression de lois existantes. Et si nous demandions au Parlement de consacrer quelques semaines de son activité, non pas à travailler sur les projets du gouvernement, non pas à travailler sur les projets du Parlement, mais à travailler sur le stock de lois existants, dont beaucoup sont obsolètes, dépassées, contre-productives. Alors le Parlement le fait dans le cadre de la codification, mais moi je souhaite qu'on aille plus loin pour la remise en question, parce que l'accumulation de génération en génération de législation produit une cathédrale législative dont plus personne ne sait comment on y entre, ça c'est pas grave, mais surtout comment on en sort. Ça c'est plus préoccupant. Voilà. Mesdames et messieurs, je voudrais que Gilles nous donne son point de vue, peut-être avant qu'on termine. Merci, Monsieur le Président. Très rapidement, sur la politique nationale, je voudrais souligner une chose, c'est que nous faisons vraiment un énorme effort dans le domaine du logement. Et si je prends l'exemple du logement social, 2009-2010, on aura construit 120 000 logements locatifs sociaux par an. C'est 2 fois plus qu'il y a 10 ans. Si on prend l'accession sociale, la construction neuve, 70 000 prêts à taux zéro. Puis il y a un aspect, Monsieur le Président, je trouve qu'on ne souligne pas assez. C'est que on vient de traverser une crise d'une violence extrême. Le secteur du logement, il a tenu le coup. Il n'y a pas eu d'effondrement comme dans beaucoup de pays voisins. Et cela parce que, vraiment, je le dis et je le pense profondément, sous votre autorité, le gouvernement a pris les bonnes mesures. Il y a eu les bonnes mesures. Souvenons-nous, ce n'était pas évident. En quelques semaines, on a mis en place le système de vente, en état futur d'achèvement, 30 000 logements aux bailleurs sociaux. On a doublé le prêt à taux zéro.
on a augmenté les crédits sur le logement locatif. Ben, tout ça a eu des résultats. Le soutien aux banques. Bon, on a coutume de dire les banques. On entend toujours ça. Mais moi, je rappelle qu'il n'y a pas eu d'interruption du crédit des banques. Et les promoteurs le savent bien. S'il n'y a pas de crédit immobilier, il n'y a pas de construction de logements. Donc, il faut le souligner, à l'occasion de cette table ronde sur le logement, moi je trouve que la politique du logement est vraiment un des exemples de la réussite de notre plan de relance pour traverser la crise. Alors maintenant, on consolide, c'est ce que vous avez dit. Cette réforme, moi je la trouve excellente, pour une raison toute simple, c'est que le dispositif, dorénavant, il va compter dans l'apport personnel. Et ça change tout. Quand vous irez voir, Isabelle ou Virgile, vos banquiers, vous aurez un apport personnel supplémentaire. Et ça change tout. Et puis, il est bien calibré par rapport aux familles. Donc, vraiment, je me réjouis. D'autant plus que le rêve de tous nos concitoyens, c'est quand même d'accéder à la propriété. Et c'est particulièrement difficile chez nous. Alors, moi, j'ai deux requêtes, Monsieur le Président, qui rejoignent tout à fait ce qu'ont dit M. Terrassou et M. Touchefeu. Bon, la première, et ça ne coûte rien aux finances publiques, c'est de simplifier l'urbanisme. Nous, au Péreux, on a mis, Richard, ça doit être pareil, nous, on a mis presque 20 ans pour sortir, ça sort seulement maintenant, une zone d'aménagement concerté de 400 logements. Et pourtant, elle est au pied du RER, elle est en bord de Marne, elle va être très belle, je vous invite à la visiter d'ailleurs, Monsieur le Président, belle esthétique, les gens qui habitent sont heureux, ils sont parfaitement satisfaits, 15 ans pour la sortir. Ça n'est pas normal, il faut aller beaucoup plus loin dans la simplification, beaucoup plus loin. Moi, j'ai commencé ma carrière au ministère de l'Équipement, je me suis occupé des villes nouvelles, mais j'ai vu, en l'espace de 15 ans, on n'a pas arrêté de compliquer le droit de l'urbanisme. Alors, on commence à aérer un peu les choses, les surcosses, tout ça, ça donne de très bons résultats, mais je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Et puis, le deuxième point, c'est que dans les régions tendues, comme chez nous en Île-de-France, il faut se préoccuper de l'amont. Et vous l'avez très bien dit, Monsieur le Président, c'est l'aménagement, c'est la politique de réserve foncière. Et moi, je mets beaucoup d'espoir dans ce grand pari, parce qu'à l'occasion des contrats de développement territorial qu'on va faire sur toutes les gares d'interconnexion, il faut qu'on mène une politique de réserve foncière très active, qu'on soit beaucoup plus ambitieux sur les densités, sur l'esthétique urbaine. Tout ça est parfaitement possible, ce sera accepté. Et je pense que l'État devra trouver des accords avec les collectivités locales, mais l'État, c'est-à-dire l'intérêt général, devra aussi prendre ses responsabilités. Merci à tous.